Moi, je suis quelqu'un qui vit toujours bien. Tout va bien, j'ai pas d'attente, j'ai pas de demande, j'ai pas de manque, j'ai pas de tout ça. Il se trouve que la vie m'a amené à 60 ans, après avoir vécu une vie très, très, très mouvementée, en faisant partie d'une génération où il n'y avait pas le sida, où on avait la pilule, etc., où on faisait l'amour autant comme autant, avec qui celui-là, autre machin. Je suis incapable de me souvenir de tous les hommes avec qui j'ai fait l'amour. Et qui fait que j'ai le sentiment, j'ai toujours eu le sentiment que moi je faisais les choses comme ça. Je démarre une boucle, la boucle elle est dans son truc, au bout d'un moment elle se termine. Ça veut dire que j'ai commencé à faire, par exemple, quand j'avais 14 ans, on flirtait. Alors on flirtait le dimanche après-midi en boîte. Moi j'avais une copine avec moi, on était plutôt mimi toutes les deux. On flirtait avec un copain là, et puis après on allait dans l'autre bout de la boîte, et puis on flirtait avec un autre, puis on était mort de rire, puis on s'amusait. On rigolait tout. Moi j'ai été beaucoup aussi élevée dans, on va dire plutôt la résilience, parce que on menait une vie tellement invraisemblable qu'on rigolait de tout avec mes frères, d'accord? Donc ça a aidé aussi certainement. Après, il se trouve que à 60 ans, j'avais fait, je te dis, des années de travail sur moi, une formation de tantra, une formation de bioénergie, plein de choses. J'animais du tantra depuis des années, j'ai animé 20 ans du tantra. Et du coup, j'ai eu beaucoup de relations, j'animais même à l'époque, et ça, j'ai commencé à les animer peut-être un peu plus tôt, ça doit être vers 55 ans, quand j'ai cessé d'avoir des relations avec des hommes, et avec des femmes au demeurant. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans ma vie, je devais avoir 55 ans, j'étais avec un homme qui travaillait au Parlement européen à Bruxelles, qui était adorable, tout va bien et tout, et un jour j'en ai eu marre. C'était la fin. J'ai dit, Massimo, je t'aime beaucoup, mais je voudrais rester amie avec toi, j'en ai marre de faire chouchou. Ça va. Donc j'ai arrêté et je n'ai plus eu ni de désir, ni de frustration, ni de quoi que ce soit. Du jour au lendemain? Non, petit à petit, ça s'est fait. Petit à petit, voilà, ça s'est terminé. Et c'est comme si mon énergie, elle s'est mise ailleurs. Et elle s'est mise du coup, il y a une chose que j'ai pu faire à ce moment-là, que j'ai beaucoup aimé faire. J'animais des groupes de tantra pour femmes. Et là, je me suis mis à en animer pour hommes. Parce que tout à coup, j'étais plus dans une attente, j'étais plus dans une demande, j'étais plus dans une éventuelle frustration. En conséquence, je pouvais enfin aimer les hommes. Pour eux, vraiment, tu vois. Et pour moi, c'était important, cette étape dans ma vie. Ça a changé quelque chose. Parce que j'avais 4 frères, un père inexistant, etc., etc. Donc j'avais toutes les raisons d'avoir des soucis avec les hommes. Mais 20 ans de thérapie et toute une vie avec le tantra, etc., etc., ont fait qu'à un moment donné, ben non, ça y est, je suis au bout de cette histoire. Puis du coup, je peux regarder les hommes avec toute leur beauté, avec tout ce qu'ils ont, avec leur puissance, avec tout. Et là, j'ai commencé à animer des groupes hommes. Alors, j'étais toute seule avec 2 assistants, puis 18 mecs, tu vois, c'était très sympa. Et on faisait dans la nature, on campait, on faisait des trucs invraisemblables, parce que moi, j'ai toujours fait des choses incroyables. Et du coup, les hommes me disaient, mais t'as été homme dans une autre vie, toi, c'est pas possible. Parce que c'est comme si j'ai tellement gravité dans ce milieu, avec mes 4 frères et avec tous les hommes après que j'ai pu avoir, etc., que je sens ce que c'est que d'être un homme. Je sens comme c'est pas facile, cette histoire. Et c'est intéressant parce que je le vois au jour d'aujourd'hui chez mon petit-fils, que j'observe, qui a 10 ans aujourd'hui, qui a ce petit truc qui dépasse, alors que ma fille, elle l'avait pas, ce petit truc qui dépasse. Et c'est pas la même histoire de vie. C'est pas la même aventure que d'être un homme et d'être une femme. C'est tellement fondamentalement différent. Et un homme, il est tellement esclave, conditionné dans cette société ridicule par ce sexe, c'est affreux. Il y a toujours un souci avec ça.
Mon petit-fils, à 9 ans, il dit, t'as vu, baby? Ouais, ouais, tout, machin. Il tire dessus. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux? Il peut grandir, ça me gêne pas. Il a 9 ans. Tu vois, tu te dis, mais je rêve, mais non. Ça dépasse, ça bouge, ça bande, petit, ça bande. Donc, c'est pas rien. Moi, nous, on n'a rien qui nous réveille là en disant, oh là là, tout de même, que se passe-t-il? Non. Lui, eh ben oui, ça bouge, ça machin, donc il s'intéresse, il sent, il machin, gna gna. Et c'est toute une relation qui va s'installer avec un conditionnement de cette société dramatique de si t'as un petit zizi, si t'as pas ci, si t'as pas ça, c'était autre chose, c'est juste horrible, qui va complètement conditionner les hommes et les mettre dans une situation horrible. Moi, j'ai vu animer des groupes d'hommes aux deux, les hommes, c'était sur la sexualité, et du coup, assez rapidement, ils se retrouvaient nus devant les uns les autres, mais c'était une horreur pour les hommes. Un homme qui avait Suisse, grosse affaire, machin, il faisait des éclairages en Suisse et tout, il avait 3 enfants. Quand il a fallu qu'il se lève, il a dit, mais j'ai rien là. Mais c'était horrible. Mais en fait, il n'avait pas rien, il avait juste un petit sexe. C'est tout va bien. Mais c'était tout un monde. Et ce que ces hommes pouvaient dire devant les autres hommes, dans leur souffrance, dans ce qu'ils vivaient, avec leur corps et tout, c'était juste, waouh, touchant, tu vois. Et c'est juste une histoire de cette relation avec ce sexe, qui est dramatique dans cette société. Donc oui, pour moi, il y a un gros travail à faire avec ça. Et des fois, je crains que les hommes, quand ils font des stages hommes entre eux, hein, tu vois, les Warriors, les MKP, les compagnies, alors je ne veux pas les critiquer parce que je ne sais pas ce qu'ils font, mais j'espère de tout cœur qu'ils vont dans cet endroit où il faut se déconditionner sur je bande pas, j'ai une grosse bite, j'ai une petite bite. Non, stop. Tu vois, arrêtons et allons dans un autre endroit, etc., etc. Donc ça me passionnait. Qu'est-ce qui, dans ces stages que tu faisais avec les hommes, Ouais. qu'est-ce que tu en retiens de toutes ces expériences comme leçons, comme choses récurrentes, Que c'est pas facile d'être un homme, que j'ai travaillé avec énormément d'hommes, avec énormément de femmes, en dehors, je parle pas des abus sur les femmes et du pouvoir sur les femmes et tout. Je parle juste dans cette énergie féminine et masculine. Je pense que c'est plus facile d'être une femme que d'être un homme. Je parle bien en dehors de tous les abus qu'ont pu avoir les hommes sur le pouvoir sur les femmes et tout. On ne parle pas de ça. On parle intrinsèquement dans l'histoire là, avec cette histoire de sexe, avec cette histoire que tu dois être comme ça, tu dois être grand, tu dois être machin. Une femme, si t'es petite, il y a des mecs qui aiment les petites. Et si t'es maigre, il y a des mecs qui aiment les maigres, tu vois. Mais pour un homme, c'est pas simple. Si t'es pas assez baraqué, quand même, il faut aller faire un peu de muscu. Si t'as un petit zizi, il faut te dépatouiller avec ton petit zizi. Moi, j'ai entendu dans des séances de thérapie des hommes me dire « Mais moi, j'ai jamais fait de sport d'équipe parce qu'il faut aller aux douches. Et que je ne peux pas aller aux douches parce que j'ai un trop petit sexe. » Mais c'est effrayant. Et pour moi, ça, c'est l'histoire et la souffrance des hommes. Et on ne prend pas assez conscience de ça. On ne prend pas assez conscience de ce que c'est, de comment un homme il chemine avec cette histoire-là. Mais qu'est-ce que ça occupe comme partie de sa vie? Alors que nous, non. Alors oui, les femmes, elles ont des petits seins, elles sont un peu complexées parce qu'elles ont des petits seins, ou elles ont des gros seins, elles sont contentes, ou machin. Mais on n'a pas ce truc-là qui est là et qui conditionne toute une vie. Moi, après avoir fait des années de tantra, alors je dis ça, c'est un peu exagéré, c'est un peu de l'humour, hein, mais quand même, hein, si tu me mets 10 hommes devant moi, je peux te dire celui qui a une grosse bite et celui qui a une petite bite, à son énergie, à sa façon d'être, à sa sûreté, à sa tranquillité. Un homme qui a un petit sexe, il faut l'assumer l'histoire. Ça se trimballe tout le temps dans sa vie. Je trouve ça tellement difficile, tu vois. Alors ce que je peux avoir retenu, c'est ça. C'est beaucoup de difficultés
que d'être un homme. Et dans le relationnel avec les femmes, parce que le fait qu'ils soient entre hommes, même avec toi, ils soient entre hommes, il y a peut-être des choses qui s'expriment, qui ne s'exprimeraient pas s'il y avait des présences féminines. Donc, entre hommes, qu'est-ce qu'ils se disent sur les femmes, le sexe, l'amour, Alors, qu'est-ce qu'ils se disent? Pour moi, quand j'animais, il y avait beaucoup des propositions que je leur faisais, et après, ils disent leurs souffrances, ils disent leurs difficultés, ils disent que c'est pas simple. Ils disent que quand tu es un homme et que tu es là et que tu as affaire à une femme, qu'est-ce qu'il veut un homme? C'est rendre une femme heureuse. Sexuellement, hein, on part. C'est son but. Le reste après, à part 3 machos qui vont penser qu'à eux, mais je ne parle pas de cela, je parle d'un homme normal. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'elle jouisse. Parce que si elle jouit, il est un homme. Si elle ne jouit pas, il n'est pas un homme, le pauvre. Alors il essaye de s'agripper à des histoires invraisemblables de préliminaires, de machins, de trucs, mais il faut qu'il garde quand même son érection pendant ce temps, ce qui n'est pas gagné. Et tout à coup, elle, ça y est, il l'a embrassée, il l'a machin, tout va bien. Et puis tout d'un coup, waouh, c'est pas si simple, il faut y aller. Il faut y aller, mais je suis désolée. Moi, j'ai toujours constaté qu'il y a ici un sexe, mais ici, il y en a un autre. Et si en face, j'ai un sexe comme ça, j'ai la trouille et je débande si je suis un homme. Mais c'est pas moi qui le décide, ça se fait. Et c'est des histoires d'énergie aussi qui peuvent se rencontrer ou pas. Donc c'est pas si simple. Et toujours on est là, et un homme qui a des problèmes d'érection, qui a des problèmes d'éjaculation précoce, de choses comme ça, pour moi, il n'est pas tout seul dans l'histoire. Il y a un vagin en face. Il y a une histoire en face, tu vois, qui se fait, ou qui se fait pas, ou qui machin, et qui demande pas, quoi, tu vois. Donc, c'est pas simple. Mais on a l'impression, tel qu'on le présente souvent, que c'est simple. Un mec, bah oui, il bande toujours, tout va bien, c'est facile. Puis après, il est là, il pénètre, tout va bien. Là, il fait un petit va-et-vient. Mais c'est pas si simple que ça. Il fait pas un va-et-vient comme il veut, il bande pas comme il veut, des fois il débande. Il y a une chose qu'il n'arrive pas à maîtriser, c'est son sexe. C'est d'ailleurs, moi j'ai toujours trouvé ça très intéressant pour les hommes, leur dire, vous devriez peut-être plus le conditionner comme un thermomètre, parce que ça peut vous dire des choses quand même sur vos relations et sur ce que vous faites. D'accord ? Le consulter. Voilà, le consulter, au lieu de passer votre vie à l'entretenir par la masturbation, pour être sûr qu'il fonctionne. C'est toujours, tous les jours, là, il y en a, il faut qu'il se rassure. Sous la douche, hop, une petite masturbation, parce que comme ça, je suis tranquille, ça fonctionne. Mais non, c'est pas là que ça se situe. Et ça se situe où alors? Ça se situe plus dans la rencontre, dans le partage, dans ce qui va se faire. C'est cette histoire de rencontre. Pour moi, ce geste-là, c'est un geste d'unification. Et cette unification, elle élève. Mais c'est quoi le schéma ? Le schéma, c'est que j'ai un homme intérieur, une femme intérieure, et que mon idée, c'est de les unifier. Et si je les unifie, je monte vers quelque chose de spirituel. D'accord ? Mais on m'a juste appris que le bon Dieu était à l'extérieur et que j'allais chercher, machin. Alors je vais chercher là, en face, ma moitié. Et ma moitié, c'est pas celui d'en face. Ma moitié, elle est à l'intérieur de moi. Et du coup, qu'est-ce qui peut se passer entre deux personnes ? Il peut se passer qu'il y a une rencontre qui se fait. Et s'il y a une rencontre, il y a du spirituel dedans. Il y a une histoire dedans qui se fait. Mais c'est une histoire d'une autre qualité. C'est une histoire d'une autre finesse. Et c'est une histoire qui va ailleurs. D'ailleurs, moi, j'ai des amis qui animent des groupes qui s'appellent Slow Sex. C'était Diana Richardson, c'est une femme qui a créé ça. Et ce Slow Sex, ça va t'amener dans quelque chose de méditatif, dans la sexualité, et de laisser plus les choses se faire. On passe notre vie dans le développement personnel à dire il faut rien faire, il faut laisser faire et tout, et sexuellement tout le monde est affolé. Mais c'est quoi cette histoire ? Tout le monde a un but, il faut arriver là-bas à l'orgasme, etc. Mais non, pas du tout, ça fonctionne pas comme ça. Ça doit se rencontrer. C'est subtil, c'est fin, et là ça devient riche, et là ça devient quelque chose d'une autre nature, et là ça peut commencer à parler d'amour. Autrement, ça parle que de sexualité, ça parle pas d'amour, ça parle que d'essayer de s'en sortir, de faire au mieux, de bander, d'arriver, de lui donner du plaisir, je sais pas comment, mais c'est quoi cette élaboration mentale, tu vois ? Donc pour moi, non, il y a vraiment un autre chemin, et un chemin de rencontre. Et un chemin, on est dans la semaine des liens, là, hein, il y a un autre chemin de lien, de lion,
de lier quelque chose et de goûter quelque chose d'autre. Oui, c'est une autre histoire pour moi. Tu dis, à 55 ans, tu as décidé justement que ce que tu décris comme étant beau et riche et intéressant, bah toi, ça dit non. Tu t'en voulais plus. C'est quoi, Ouais. t'as fait le tour de la question? Oui, Tu t'étais lassé des hommes ou des femmes ou du sexe? tout, du sexe. Hmm. On va dire du sexe. Ni des hommes, ni des femmes, mais du sexe. Comme si, j'avais fait le tour de cette histoire, quoi. Voilà. C'est marrant, ça. Oui. Et alors, si j'avais des fantasmes, si j'avais des frustrations, ou si j'avais des besoins sexuels, machin, je me dirais, tu te trompes, machin. Mais c'est pas le cas. Tout va bien. Tu vois, je n'ai jamais un truc qui me traverse l'esprit. Quelle explication tu fais rétrospectivement de cette révolution, en fait, Je me demande, moi, si c'est pas ce système de société qui entretient la sexualité comme un non-vieillissement. Avec toujours cette peur de vieillir, cette peur de machin. Et parce que j'ai tellement vu des femmes venir dans mon cabinet, être là, qu'elles avaient plus, que machin, et que du coup elles n'existaient plus, tu vois. Je me souviens d'une femme ici qui avait dit, ça m'avait marqué, elle avait dit, ouais non, maintenant j'ai plus ma place à l'espace parce que j'ai 70 ans et plus personne me regarde. Ah ouais, ça veut dire, tu es en train de me parler de sexualité. Tu ne me parles pas d'autre chose. Tu me parles que tu n'es plus assez sexy, que tu ne plais plus assez et que du coup, tu n'as pas ta place à l'espace. Mais on est où, tu vois? Et donc, pour moi, je pense que c'est très culturel, cette histoire, que de penser qu'effectivement, la sexualité ne va pas s'arrêter, qu'à 80 ans, on fait encore l'amour. Oh, c'est génial. Non, je ne vois pas pourquoi ce serait spécialement génial. Moi, je pense que c'est un truc qui s'amenuise petit à petit, tranquillement, et tout va bien. Tu vois? Mais par contre, oui, pourquoi est-ce que le Viagra existe aussi, hein? C'est pour pallier à tous ces problèmes. Et pourquoi est-ce que tous les hommes de 70 ans se tapent du Viagra, malheureusement pour leur organisme? C'est parce qu'ils croient encore qu'il faut absolument, qu'autrement ils sont morts. Mais on n'est pas mort quand on fait plus l'amour. On est toujours vivant. Et on fait toujours des choses extraordinaires. Et des fois même on met de l'énergie ailleurs, d'une autre façon, tu vois. Donc moi je pense pas que ce soit vraiment le sujet. Tu disais, j'ai eu 4 frères, c'est ça? Oui, 4 frères. 4 frères, donc tu disais ça devait être un problème pour moi, le masculin, parce que j'ai eu 4 frères et un père, etc. Pourquoi? Pourquoi un problème? C'était dur d'avoir 4 frères? C'était compliqué. Moi, j'étais la plus petite de 4 frères. Oui. Donc, j'avais mon frère Alain qui était à côté de moi, qui avait juste 16 mois de plus que moi. On était les deux petits, avec 3 grands contre nous quand même, qui nous faisaient chier du matin au soir quand même, hein, c'était une grande passion. Donc c'est normal, c'est 3 grands, on a peu de différence d'âge, etc. Ils n'arrêtaient pas. Je ne me souviens pas des premiers carapata, ils appelaient ça quand on était tout petit. Moi je devais avoir peut-être 3 ans, et mon frère Alain devait avoir 4 ans. Ils nous emmenaient, je suis née dans un petit hameau qui s'appelle Sauvage. Et à Sauvage, mes parents avaient un moulin, là, à Sauvage. C'était pas des paysans, hein, pas du tout. Mais ils avaient acheté ce moulin. Mon père voulait refaire un retour à la terre. Il lisait Rustica et il voulait faire un retour à la terre. Bon, d'accord. Donc, c'est là que je suis née. Et mes frères, ils nous emmenaient, venez avec nous, on va faire une tournée, on va faire je sais pas quoi, un baratin qu'ils nous racontait. Ils nous emmenaient. Et j'y suis retournée adulte, hein, dans cet endroit. Et j'ai vu, la distance, elle n'était pas si grande, tu vois, mais on était tout petits. Donc, ils nous emmenaient, quand on était assez loin, ils criaient « Carapata dans la Christiane » et ils se barraient. Et nous, on courait derrière eux un moment, puis on se cassait la gueule, puis on venait, puis on pleurait. On dit « Maman, ils nous ont fait un carapata. » Oh, mais non. Puis elle avait 5 enfants. Autre chose à faire, tu vois, que de s'occuper de la situation. Donc, c'était assez particulier. T'avais peur? Bon, on avait tout, je pense qu'on avait peur, je pense qu'on avait plein de choses. Mais petit à petit, tu t'aguerris. Hein. Quand t'as des frères comme ça, tu t'aguerris. Mes frères, ils avaient un jeu. Ils se mettaient dans une chambre, dans le noir, les 3 grands, avec des livres. D'accord? Chacun dans son lit, avec des livres, dans le noir complet. Et d'un seul coup, tu te lèves et oh là, tu balances un livre. Et peut-être que l'autre est levé et du coup, qu'il se le prend dans la figure. C'était à mourir de rire. Ça les faisait rire. Donc, ils faisaient ça. Mais tous les jeux étaient comme ça, tu vois. Et ton plus jeune frère? Mon plus jeune frère, Alain,
Il était beaucoup avec moi. Ça veut dire qu'on jouait pas à la poupée, on jouait quand même plutôt au cowboy indien. Hein. Des fois, je me disputais avec lui pendant les vacances pour qu'on arrête de jouer au cowboy indien parce que les journées entières, j'en avais marre, tu vois. Mais il est beaucoup plus réservé. Il est beaucoup plus. Tu grandis, tu t'intéresses à la psychologie? Oui, je grandis. Au début, je m'intéresse pas du tout à la psychologie. Je vais à l'école. Tu grandis dans quelle On change ville? tout le temps de ville. Ah oui. On change tout le temps de ville. Moi, je nais à, à Sauvage. Après, on habite à Gaillac. À Gaillac, on déménage 5 fois. Ensuite, on part à Carmaux. À Carmaux, on déménage 2 fois. Pourquoi cette bougeotte? On ne sait pas. Parce que mon père était instable, on va dire peut-être. Il était représentant de commerce et il s'entendait mal avec ses patrons. Donc, il était tout le temps en train de finir par s'engueuler avec eux. Et à l'époque, c'était facile de trouver du boulot. Donc, il changeait. Après, pourquoi on déménageait dans la même ville, ça, je suis incapable de te le dire. Je ne sais pas. On allait dans une maison, puis après, on était route d'Albi, puis après, on était à la Madeleine, puis après, on était Pas là. forcément supérieure, la maison Non. d'après? Oui. Ah non, ça faisait ça. Hein. Après, on est allé à... La peur de s'enraciner, la peur de... Même pas. Je sais pas dire. Je pense qu'après, quand ma mère a divorcé, c'était plus parce qu'on se faisait expulser, parce que le loyer n'était pas payé, et que le printemps arrivait et qu'on pouvait nous virer. Mais avant, non, avec mon père, je peux Donc pas dire. c'est une enfance pauvre? C'est pas une enfance pauvre. Ouais. C'est une enfance invraisemblable. Ça veut dire qu'on ait de l'argent ou qu'on n'en ait pas, on est élevé comme si on en avait. Ça, c'est un principe de base de ma mère. Ma mère, elle est d'une famille pleine d'argent, des bourgeois. Mon grand-père était président des sélectionneurs internationaux, premier sélectionneur de France, blé, orge, machin. Il y a même un blé qui porte encore son nom, donc qu'il avait ramené d'Égypte, etc., tourneur. Donc, voilà, il est reçu par le pape, il est reçu machin, nanana, il est maire de sa ville, etc., etc. Ma mère, elle nous raconte quand on est petit que le chauffeur les emmenait en Bretagne, qu'il partait devant avec la cuisinière, etc., etc. Et puis nous, on est en train de tremper notre pain avec du miel dans notre chicorée parce qu'on n'a pas de rond. Mais c'est pas grave. Et elle nous élève comme ça. Et elle nous élève toujours comme si on en avait. Je raconte toujours une histoire qui est trop mignonne. Elle est fâchée avec toute sa famille et mon père est fils unique fâché aussi. Hein. Donc nous, on est 5 enfants avec 2 parents. On bouge tout le temps, donc on n'a pas des amis d'enfance. On est tout le temps en train de bouger. Elle avait un seul contact, c'était une cousine. La cousine avait plein de sous. Elle habitait avenue Théophile Gautier à Paris, elle avait un superbe appartement et tout, elle avait 2 enfants. Et il y avait une fille qui avait, peut-être, elle devait avoir 2 ans ou 3 ans de plus que moi. Et cette fille, elle était habillée, bien sûr, avenue de Passy, chez Marie-Martine. C'était le magasin pour les enfants à l'époque. Donc elle était habillée chez Marie-Martine. Et moi, on recevait les colis de Ginette, ça s'appelait. On recevait le colis de Ginette avec dedans un assortiment. Et il y avait entre autres la jupe de chez Marie-Martine, le machin, toujours un peu grand pour moi, puisqu'elle avait 2 ans de plus que moi. Donc moi, j'avais les chaussures du Secours catholique, la jupe de chez Marie-Martine, le machin, et j'étais digne avec ça, tu vois. Et on donnait le change. On donnait le change. Mon frère Michel et moi, on était les rois pour donner le change. Et pour faire comme si on habitait, moi je me suis vu habiter dans un taudis, tu peux pas imaginer, pendant, je sais pas, on a bien dû rester 1 an ou 1 an et demi là-dedans. À mes copines, qui étaient toutes celles qui avaient du fric à l'école, je leur disais, non, je te laisse au bout de la rue parce que ma mère, elle veut pas que je sois avec quelqu'un, elle veut pas que je... C'était pas vrai tout ça. Mais j'inventais parce que je pouvais pas les ramener chez moi. Elles habitaient dans des super villas. Ça, c'était à Biarritz. Et moi, j'habitais dans des trucs, juste que tu prends peur, tu vois. T'étais très belle? Alors, petite, j'avais une petite tête sympa et tout. Après, vers 13-14 ans, je commençais à prendre une forme qui se passait pas mal. Et après, oui, j'ai eu la chance, qui m'a quand même aidé beaucoup, d'avoir un physique, voilà, privilégié quand même. Hein. J'étais mannequin de beauté, je faisais des photos de mode, j'étais le mannequin l'égérie là de Pierre Auger, c'était des produits de beauté à l'époque, etc., etc. Donc ça m'ouvrait des portes. C'est quoi? Puis j'habitais à Nice, parce qu'on est parti à Biarritz, on a déménagé 6 fois, je crois, dans Biarritz.
Là, ma mère a divorcé, j'avais 10 ans et demi, hein, quand ma mère a divorcé, elle est partie avec 5 enfants, et elle s'est démerdée avec 5 enfants. Donc, quand on a quitté Biarritz, elle a mis tous nos déménagements dans un garde-meuble, bien sûr, et on est parti juste elle. Je me rappelle, elle avait une Sim Camille, et on était 4, et on avait chacun une petite valise. On est arrivé à Nice, on était dans un appartement meublé à Nice, et au bout de peut-être 6 mois, elle a plus payé le garde-meuble, et bien sûr, on a perdu tout le déménagement. Tu vois? Donc nous, on a été élevés avec tu t'attaches pas, quoi. Les trucs matériels, c'est du matériel. Tu t'attaches pas. Alors après, je vois aussi pourquoi ma maison, elle a beaucoup de choses que j'ai ramenées de voyage, etc., etc. Je pense aussi qu'il y a quelque chose qui va avec ça, tu vois. Mais en même temps, si ça se perd, ça se perd. Parce qu'on était élevés comme ça, parce qu'il fallait absolument qu'on s'organise, qu'on rigole de tout, voilà. Alors après, oui, ce physique, il m'aidait, puisque déjà, on faisait de la figuration à la Victorine à Nice qui nous rapportait des sous quand on avait 16, 17, machin. Moi, je faisais des photos de mode. En même temps, je faisais mes études. Ça fonctionnait, tu vois. Et on était à une époque où les études, ok, on les faisait, ça allait. Mais c'était pas le principal de notre vie. Le principal de notre vie, c'était de sortir, d'aller à Saint-Tropez, d'aller sur la Croisette à Cannes, etc., tu vois. Donc, voilà, c'était... Quel pouvoir ça donnait, la beauté, de subjuguer, de se faire respecter, d'attirer qui on veut? Non, parce que moi, j'avais une obsession, c'était qu'on me trouve intelligente plus que belle. Mon souci, c'était, oui, ok, d'accord, il y a ça, mais derrière, je suis pas complètement idiote quand même, tu vois. Il y avait ça qui jouait. Donc oui, je me battais un peu avec ça. Et par contre, je profitais du fait du physique. Ça, c'est clair. T'en avais conscience? Oui. Oui, parce que c'était les pommettes saillantes, les cheveux longs, les yeux machin, la bouche, c'était l'époque à la mode. C'était très à la mode. Moi, je rentrais dans un restaurant, les gens se retournaient. Tu vois, moi, j'étais habituée à ça. Mon ego, on était tout à fait content et ça m'allait très bien. Et j'en usais et je l'utilisais, bien sûr. C'était aussi une survie. Et avec l'âge, comment on prend de l'âge avec cette certitude de cette beauté éclatante quand on a 20 ans? Qu'est-ce qui se passe? Le travail sur soi. À partir de quand? Quelles sont les étapes? Alors, c'est vers 40 ans que tu commences à sentir que, tiens, il y a quelque chose qui change. Le fait d'avoir un enfant aussi, ça change aussi les choses quand même. Ça t'amène dans un autre endroit. Et puis, le fait de commencer à sentir que, ouais, ça change, etc. Mais du coup, j'ai jamais eu cette peur-là de me dire, waouh, ça va plus le faire. Tu vois? Oh là là, ça va pas, etc. J'ai beaucoup senti que je perdais quelque chose là, mais je gagnais quelque chose là. Donc, du coup, ça compensait plutôt pas mal et j'étais pas affolée. Tu vois, voilà. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui va dire, ah, j'ai pas mon âge, machin, je vais avoir 76 ans, je vais avoir 76 ans. La vérité est là et ça ne me gêne absolument pas. C'est plus quand maintenant, ça n'arrivait pas avant, hein, maintenant, quand on te classe, c'est amusant ça d'ailleurs. Avant, j'allais dans les supermarchés, si j'arrivais pas à attraper un truc, le gars, c'était pour mon physique qui me l'attrapait. Après, c'était machin. Et maintenant, c'est de la pauvre vieille dame, tu vois, il y a quelque chose de cet ordre. Ça me fait rire. Et il est là, ah oui, attendez, je vais vous aider, madame. Il me dit avec un air compassionné, tu vois, j'adore. Mais bon, ça me fait plutôt rire qu'autre chose. Et après, je suis aussi habituée à être très autonome et à me débrouiller. Tu vois, je suis une profonde antidépendante, hein, quand même. Tu as été confrontée à la violence des hommes? Alors oui. D'abord de mes frères. Qui quand même, oui, c'est voilà. pour ça que je pose la question. Oui, après d'un de mes frères particulièrement, mais là, c'était plus une violence sexuelle. Ah oui? Oui. Et après, oui, j'ai jamais eu d'homme violent avec moi, non. Mais plus sur des attitudes des hommes qu'ils pouvaient avoir. Par contre, moi, je n'ai jamais vécu un homme qui me laisse tomber alors que je l'aime tellement. J'étais suffisamment chouchoute pour faire que ce que j'aimais le plus chez l'homme, c'était qu'il m'aime. D'accord? À l'époque, c'était ça. Et quand je commençais à sentir que c'était moins, froum, je le jetais. Et j'en trouvais un autre.
Et ça m'allait bien, tu vois. Donc je n'ai pas ce sentiment d'avoir été victime, abandonnée, séduite et abandonnée, etc. Et après, j'ai eu une chance quand même dans ma vie, c'est que j'ai rencontré un homme exceptionnel qui s'appelait Pierre et avec qui je suis restée pendant 6 ans, de 18 à 24 ans, et qui était un homme, il avait un restaurant à Nice au départ, et c'était un homme autodidacte qui aimait tout, qui aimait l'opéra, qui aimait le théâtre, qui aimait la musique. C'était un mozartien. Il aimait les beaux hôtels, il aimait les beaux lieux, il aimait tout. Et il m'amenait partout. Ça veut dire qu'on allait au festival d'Aix-en-Provence, on louait un appartement pendant une semaine et on allait, parce qu'à l'époque tu y allais facilement au festival, on allait écouter les opéras de Mozart, etc., etc. En même temps on allait à Avignon, en même temps on voyageait, en même temps on bougeait, on faisait... En plus c'était quelqu'un de très chouette, sur le fait qu'il était tranquille, tu vois, c'était pas on n'est que dans des trucs. Non, je me rappelle, on était partis, on a fait un voyage où on a fait l'Italie, Venise, après on est passé de l'autre côté, on a fait la Yougoslavie, le tour de l'Albanie, la Grèce, et on est revenu par le sud de l'Italie. On avait une Alfa Romeo, une Giulietta TI, là, tu vois, qu'on mettait en couchette. Des fois, on dormait là, on se faisait des petits trucs avec un petit camping-gaz. Puis à côté de ça, on était il avait une carte Diners Club, je sais plus ce que c'était, non, je me rappelle plus, non, comment ça s'appelait, ces cartes, je sais plus ce que c'était, des cartes particulières à l'époque qui te donnaient des privilèges dans les restaurants ou dans les hôtels. Donc, c'était des super hôtels. Puis moi, je faisais ma lessive dans les super hôtels, machin. Puis après, on repartait avec la voiture, puis on dormait dans la voiture. Ça, c'était très sympa. Et cet homme, j'ai vécu plein de choses magnifiques avec lui. Il m'a fait découvrir le théâtre, plein de choses belles. Et c'était quelqu'un qui aimait les femmes. Tu vois, voilà. Qui aimait les femmes. Alors, il avait 20 ans de plus que moi, hein. Donc, c'était aussi plus facile et plus... Cette différence d'âge, à l'époque, ça t'ouvrait quand même des portes en même temps. Et il m'a beaucoup apporté. Je peux dire que c'est l'homme de ma vie. Tu vois, voilà, ça c'était l'homme de ma vie. T'es resté en contact? Il est mort au jour d'aujourd'hui. Je suis restée en contact. Alors après, je suis partie, j'ai laissé l'histoire, etc. Et après, de toute sa vie, quand il voyageait beaucoup, je recevais, n'importe où que je sois, je recevais une carte postale avec un P derrière. C'est tout. De plein d'endroits du monde, tu vois. C'était charmant. Donc, ouais. Tu parlais de l'époque en la qualifiant de dramatique concernant le conditionnement masculin sur les hommes. Comment toi tu juges cette époque, toi qui, tu as dit ton âge, 76 ans, tu as quand même traversé un bout de l'expérience humaine, en tout cas française et occidentale. Comment tu vois cette époque-là actuelle? Nous sommes le 25 août 2021. C'est difficile parce que pour moi, il y a 2 niveaux. Il y a un niveau où, bah oui, c'est l'évolution, elle est comme ça, et puis c'est OK, et puis comment je fais pour aller avec, et puis l'accepter comme ça. Et puis il y a un autre niveau où je dis, ah là là, comme c'était bien avant, soi-disant. Non, il y avait peut-être des valeurs avant. Je vois qu'il y a une espèce de mouvement qui se fait où on essaye de retrouver des valeurs. Même ces jeunes, même ces hommes justement qui se retrouvent dans les MKP, dans tous ces trucs-là, ils essayent de retrouver des valeurs. Les femmes avec leur groupe femmes, tout ça, ça essaye de retrouver des valeurs. Le tantra est un support qui essaye aussi ça. Et du coup, il y a une recherche. Mais moi, je gravite dans un milieu privilégié, qui est le développement personnel, etc., etc. Et oui, il y a des gens qui se posent des questions, mais la majorité là autour, ils ne s'en posent aucune question. Donc, je vois plus dans ce domaine-là quelque chose qui se déshumanise. L'humain devient un objet de plein de choses. Tu vois, un objet des réseaux sociaux, de ceci, de cela, de tous ces trucs-là, et puis même un objet lui-même dans sa relation avec les autres, etc., etc. Et du coup, oui, dans ce commun des mortels, je ne sais pas si on est en évolution. Tu vois, j'ai le sentiment qu'on va quand même vers quelque chose qui est qu'on aura de moins en moins de relations. Le Covid aidant aussi à ça, hein.
qu'on aura maintenant on est tranquille quand quelqu'un arrive de lui dire salut, puis il s'en va salut, puis on l'a même pas touché, puis on n'a même pas eu un contact, tu vois. Ça paraissait fou avant ça. Et au jour d'aujourd'hui, doucement, on glisse vers quelque chose. Je sais pas si cette société veut nous amener à ça ou pas. Moi, je suis pas quelqu'un qui prend des positions excessives dans un sens ou dans un autre. Moi, je trouve que c'est une attitude fasciste qui ne me convient pas. Pour moi, je regarde tout ça et je me dis, ah, il y a ça, et puis il y a aussi ça. Je sais pas. Je n'ai pas les capacités de dire. Je trouvais intéressant, il y avait un truc dans Facebook d'une femme qui est chez le médecin et qui lui dit, docteur, ça va s'arrêter quand cette pandémie? Il lui dit, je sais pas, je fais pas de politique. Tu vois, je trouve ça intéressant. On est avec ça au jour d'aujourd'hui. Donc comment on peut dire ça, ou on peut dire ci, ou on peut dire que celui-là il a raison et celui-là il est anti-vax et l'autre il est pour les vax. Et alors, chacun a son idée. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est de douter. Je trouve que l'intelligence dans ce monde, c'est de douter. À partir du moment où j'affirme des vérités, c'est mes vérités, c'est mon ego qui est là et qui va affirmer ses vérités. Pour le reste, je sais pas, je cherche. Je cherche, oui, il y a peut-être ça, il y a peut-être ça. Ça, c'est intéressant, oui, pourquoi pas. Et j'avance avec le fait de chercher. Parce que le fait de chercher, ça me garde curieuse, ça me garde vivante, ça me garde en tout le temps renouvellement, tu vois. Mais après, ce que je vois dans cette vie, oui, c'est que on est en train de nous déshumaniser, on est en train de se déshumaniser, on est en train de perdre des choses et du coup les gens sont de plus en plus méfiants, ont de plus en plus peur. Qu'est-ce qu'on perd fondamentalement? Quelle est la plus grande perte aujourd'hui selon toi? Ce qu'il faudrait peut-être réinventer ou préserver ou... La confiance, le lien. On parle du lien, on est en train de perdre les liens. On est en train de perdre la confiance, on est en train de perdre l'amour, on est en train de perdre ce qui nous motive. C'est fou. Il y a des hommes qui veulent aller avec leur fusée voyager dans l'espace. Et pendant ce temps, il y en a plein qui meurent de faim. Mais on est où? On fait quoi? C'est quoi ce monde? Tu vois, c'est quoi ce monde? Où on va? À quoi ça sert? Pourquoi tout ça? Et du coup, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on revient à des fondamentaux humains de rencontre, de partage, Alors oui, il y a des gens qui font des actes. Il y a des gens qui sont formidables, il y a des gens qui font... Mais c'est assez marginal. Le reste, le commun des mortels, n'est pas à cet endroit-là. Il est dans un espèce de système, en même temps, avec la sensation que ce système capitaliste est en train de se casser vertement la gueule, mais je ne sais pas ce que ça va faire derrière, tu vois, parce que, ok, ils n'ont pas d'autre solution pour l'instant. Ils essayent de rattraper tout ce qu'ils peuvent pour recoller des morceaux qui sont difficilement recollables. Alors oui, il y a des marginaux, mais c'est toujours des marginaux. Tu vois, mais il y a une frange de jeunes qui se posent des questions, qui ont d'autres valeurs, etc. Ça, je trouve que c'est intéressant, c'est porteur. Parce que mais je te répète toujours, c'est quand même beaucoup aussi dans un milieu où je gravite. Dans le commun des mortels, là, du voisinage, là, je ne sais pas si ils nous prennent pour des fous et une secte, mais c'est tout. Donc, tu vois, c'est compliqué l'histoire. Alors, ce que j'espère, c'est que ça fait tâche. Et que petit à petit, ça se répande quand même, qu'il y ait de plus en plus de gens qui prennent conscience, etc. Alors, on a beaucoup critiqué cette petite gosse, Grottenberg, là, je sais pas quoi, qui, machin, mais oui, mais tant mieux qu'elle existe. Thunberg. Tu vois, voilà, tant mieux qu'elle existe, tant mieux qu'elle soit là. Greta Thunberg. Voilà. Elle a sa place dans ce truc. On s'en fout qu'elle soit véhiculée, que ci, que là, que mi. Mais elle a quelque chose à dire. Elle dit quelque chose, elle propose quelque chose et elle est médiatisée. Tant mieux. Tu vois, moi j'ai toujours dit Salomé. Alors Salomé, c'était un homme qui est très médiatisé, qui est très... ok. Mais n'empêche qu'il amène quelque chose dans des facs où les mômes, ils sont là, tous installés et tout, ils n'ont jamais entendu ce que c'était qu'un lien. Lui, il fait son truc, il fait son cinéma sur la scène. Magnifique, merci, monsieur Jacques Salomé, parce que vous amenez quelque chose que les autres n'amènent pas. Et vous réveillez des consciences, petit à petit. Donc pour moi, oui, il nous faudrait plein de réveilleurs de conscience, tu vois. Dans cette époque-là, si on devait lutter pour restaurer un peu cette humanité en péril que tu décris,
il faudrait faire quoi? Si on veut être optimiste et donner un message aux nouvelles générations qui cherchent, toi qui as parcouru un peu les conditionnements humains, qui a fait du tantra, qui a fait voilà, pour qu'ils gagnent du temps, pour pas qu'ils repassent par toutes nos erreurs et nos errements. Aider tous ces jeunes qui sont là et qui veulent. Là, tu vas avoir les rencontres des vies avec ces jeunes qui viennent, ils sont super. Ils sont incroyables, ils ont des relations entre eux tellement sympas, tellement vivantes. Alors oui, il y a des trucs d'égo, de machin, tout ça, ok. Mais le fond, c'est chouette, tu vois. Et tu vois une Garance, etc. Alors on peut critiquer tout ce qu'on veut dessus, mais oui, mais il y a une richesse, il y a une simplicité, il y a une rencontre, il y a une relation entre eux. Ils ont une vraie relation. Tu parles des jeunes adultes. Je parle de ces jeunes adultes qui viennent à l'espace. Ils ont une relation beaucoup plus simple, claire et ouverte et dans l'amour que nous, dans toutes nos complications égotiques de je sais pas quoi et de proposants qui fait ci, qui fait pas ça. Waouh, tu vois. Tu peux nous dire 2-3 mots sur l'espace, parce que là tu as fait beaucoup d'allusions. Oui. Donc ça serait bien juste parce que cette vidéo est destinée à des gens qui ne connaissent pas l'espace Jardiner c'est possible. Et ça fait 5 ans que tu y travailles, donc... Oui. Alors, ce que je peux dire de cet endroit, c'est que, avant tout, c'est un lieu extraordinaire sur le plan physique, on va dire. Ça veut dire que c'est une nature trop belle. Il y a 6000 arbres sur ces 13 hectares. Et 13 hectares comme ça, à cet endroit-là, ça n'existe pas nulle part. Et ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel de se trouver là. Il y a des petits écureuils, il y a des petits oiseaux, il y a mes petits oiseaux qui viennent manger là. Et tout ça, c'est un rêve. Après, il y a Yves qui tient ce lieu depuis 40 ans et qui est un homme qui a une vision et qui est porteur de quelque chose et qui est porteur de cette vision et qui se bat depuis 40 ans pour la maintenir, etc., pour amener du plus, et, voilà, et qui est toujours dans une remise en question éternelle, comme si c'était jamais assez, parce que je pense que c'est un passionné, et que quand on est passionné, on a toujours envie de plus et de mieux, et etc. Donc je pense que cet homme apporte tout ça et porte cette histoire, ce qui n'est pas le plus facile et qui n'est pas simple, mais il porte ça plutôt bien. Et puis il y a une chose ici, c'est que il y a les rencontres, il y a les partages, il y a effectivement des liens qui se créent. Il y a effectivement des gens qui gravitent entre eux, qui se rencontrent, qui partagent, qui se connaissent. Moi, j'adore cet endroit, je connais plein de gens dans cet endroit avec qui petit à petit se lie quelque chose tous les ans un peu plus fort, un peu plus, et les liens se créent, et ça devient de l'amitié, ça devient quelque chose, et ça j'adore. Parce que moi, franchement, la chose seule qui me motive dans la vie, c'est l'amour, c'est les amis, c'est les liens, c'est le partage, le reste je m'en fous. Mais il y en a d'autres qui pensent pas comme ça, c'est-à-dire quand tu nous parlais un peu de l'ego, là, tu as fait mention de l'ego, c'est une vraie question. Moi, j'ai grandi avec mon père qui adorait la psychologie et Krishnamurti, et cette notion d'ego, très vite, j'ai pris conscience que ça existe, qu'il faut peut-être relativiser la chose, mais que c'est extrêmement dur. Tu as mentionné le tantra, tu as une vraie pratique de tantra. Ça paraît très exotique pour ceux qui connaissent pas. Est-ce que tu peux nous expliquer ta vision du tantra, qu'est-ce que c'est cette chose? Pour quand on ne connaît pas, on imagine que c'est une pratique bouddhisto-indienne où on fait, on se stimule sexuellement sans coucher. Voilà l'image d'Épinal du tantra. Voilà. Magnifique. Mais évidemment, ça n'a rien à voir. C'est pas ça. Ouais. C'est d'abord s'occuper de la personne sur le plan holistique, ça veut dire en entier. Ensuite, c'est équilibrer deux parties qui sont le yin et le yang, qui en fait sont à équilibrer à l'intérieur de moi, mais que je vais expérimenter d'équilibrer avec le yang en face. Moi, je suis yin, toi, t'es yang, et on va expérimenter extérieurement ce qu'on doit faire à la fin à l'intérieur, d'accord? Mais c'est beaucoup plus facile de l'expérimenter à l'extérieur. Et donc, on va expérimenter c'est quoi la rencontre entre ces deux énergies. Quand j'animais des groupes hop, je travaillais sur le yang, ce qui ne veut pas dire que je leur disais qu'il fallait qu'ils soient comme ça, pas du tout. Si tu es dans ta puissance yang, le yin il apparaît.
le yin, il sort toujours du yang, et le yang sort toujours du yin. Donc à partir du moment où tu es au bon endroit, et que tu es un homme tranquille, ta tendresse, tout est là, tout va bien, et ça se fait tout seul. Pour les femmes, c'est pareil. À partir du moment où tu habites ton yin, et ça, c'est le plus difficile pour les femmes, parce qu'on est dans une société où le yin a toujours été peur de l'homme, du coup, peur du yang, peur de tout ce monde-là, et du coup, les femmes, elles font du yang. Et quand tu es dans ta puissance yin, tu es dans ta puissance, et le yang, il est là. Il n'y a aucun problème, tu n'as pas besoin d'aller le chercher. Ça, c'est ce que préconise, en tout cas moi, le tantra que j'animais, c'était ça qu'il allait chercher. Et je me souviens d'avoir travaillé avec les femmes, parce que je faisais 3 stages femmes et 3 stages hommes, et à la fin, on faisait un stage qui s'appelait la rencontre. Et je me souviens avoir travaillé avec des femmes et des hommes, et à la fin, les femmes disaient « Ah, ça y est, Chris, je sais ce que tu veux dire, je comprends ce que tu veux dire. » Tu vois, en présence des hommes qui eux-mêmes avaient travaillé de leur côté sur leur yang. Et du coup, ça crée quelque chose où il y a une rencontre qui se fait. Mais s'il y a une rencontre qui se fait, c'est d'une autre nature. Et là, ça devient du spirituel. Alors concrètement, tu parles d'une pratique, donc ça dure un certain nombre d'heures et de jours si c'est un stage. Oui. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Je veux dire, on joue pas au ping-pong, Non, on joue pas au fait pas ping-pong. du judo. Normalement, c'est quelque chose qu'on ne dit pas. Ah, Oui, on ne dit pas parce que si je te l'explique comme ça, tu peux pas, tu vas te dire mais c'est quoi ce truc, tu vois? je joue un peu le naïf. Hein, Oui, je sais bien que tu joues le naïf. Mais c'est pas possible de t'expliquer parce que c'est sorti du contexte. Parce que nous, on fait par exemple un exercice de guérison pour l'homme et pour la femme où je vais mettre une main sur mon cœur et une main sur le sexe de l'homme, habillé, tout va bien, d'accord? Je vais le poser. Et pour la première fois, un homme, il va recevoir une main de femme en étant complètement détendu, sans avoir besoin d'érection, sans avoir besoin de rien, juste pour le moment de guérison qu'elle va lui offrir, en lui offrant son yin. Et pour moi, c'est méditatif. Mais ça, si je te le présente comme ça, tu te dis, oh là là, drôle d'histoire, où on va? Alors que pour moi, c'est présenté dans un rituel. Les gens sont amenés, moi j'ai un micro, je parle doucement, j'amène chaque personne à se centrer avec elle-même, elle revient à l'intérieur, lui il est à l'intérieur, il est allongé, elle petit à petit, elle va mettre ses 2 mains sur son cœur, et puis tout doucement, elle va aller poser sa main sur le sexe de l'homme. Et c'est tout ce que tu as à faire. Il n'y a rien à faire, il n'y a nulle part où aller, il y a juste à laisser faire. Et si je suis totalement dans mon énergie, dans mon yin, et que je suis juste là, en train d'offrir et de recevoir, ça le fait. Et j'ai vu des situations où les hommes, ils pleurent, parce que tout à coup, waouh, mais qu'est-ce qu'on leur offre, tu vois? Et après, on fait toujours les hommes d'abord, parce que les femmes sont beaucoup plus... On est plus tranquille, qu'on ne va pas prendre de risques. Mais après l'homme, si tu voyais comment il se pose, quand il a reçu, et qu'il est posé là, et qu'il refait son truc, et qu'il met sa main sur le sexe de cette femme, tellement délicatement, tellement waouh, que c'est un cadeau. Tu vois, et ça pour moi, c'est un rituel de guérison. Ça, c'est complètement le tantra, tu vois. Et du coup, oui, ah oui, ça oui. Ça, oui. Et c'est là qu'on va. Là, on ne parle pas d'une histoire de sexualité ou de machin, de trucs. Non, non. On parle de comment on s'aide les uns les autres à se guérir les uns les autres de nos blessures sexuelles entre autres, et comment on fait pour comprendre que si on habite, moi totalement mon yin et toi totalement ton yang, on va se rencontrer. Alors on va se rencontrer sexuellement, pas sexuellement, machin, on s'en fout. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai une relation, je peux avoir une relation avec toi dans quelque chose où il y a la rencontre, elle peut se faire, mais il n'y a rien de sexuel, il y a autre chose, d'une autre nature. Et c'était intéressant d'ailleurs parce que, quand j'animais, des fois j'animais pour des couples aussi. Enfin, il y avait des couples dans les groupes. Donc on faisait faire un exercice aux couples, et les couples officiels, ils n'y arrivaient jamais. C'était toujours elle qui lui disait « t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, t'es trop ci, t'es trop ça », toujours. Donc ok, au bout d'un moment, je disais « bon, on arrête. Mon assistante, tu fais l'exercice avec lui. Mon assistante, tu fais l'exercice avec elle. » D'accord? Et là, tout à coup,
révélation, parce qu'il n'y avait pas d'enjeu, pas de futur, pas de présent, rien, pas, si, du présent, pas de passé, je veux dire, et pas de futur. Du coup, c'est que du présent. Et si je suis là dans le présent, que j'ai aucune projection dans le futur avec toi, que j'ai aucune projection dans le passé avec toi, de ci, de là, demain, je m'ouvre et je te rencontre. Et du coup, il s'agit de cœur, il s'agit d'amour. Alors après, tout le monde pleure en disant « Waouh, c'est tellement beau ce que j'ai rencontré ». Mais oui, parce que je suis arrivée fraîche. Et je n'ai pas, si je ne suis pas alourdie par mes histoires mentales, par mes constructions, par tout ça, mais tout va bien. Tu vois, c'est simple. En fait, la rencontre, elle est simple. Mais comment faire après lorsqu'on doit regagner sa vie, son entreprise, ses agitations, L'un n'empêche sa pas l'autre. famille, ses douleurs, Oui. ses peurs c'est quoi ça change, ça impacte la vie quotidienne ou c'est Oui. juste une parenthèse enchantée Non, ça impacte la vie quotidienne. Si tu travailles sur ton yang et que tu es avec ta femme, qu'elle est dans son yin, ça change complètement la relation. Après, si tu pars dans une sexualité beaucoup plus slow sex, tranquille, méditatif, etc., tu vas nourrir quelque chose. Tu vas nourrir la relation. Tu vas nourrir la rencontre avec cette femme. Et tout à coup, il y a quelque chose qui est fluide. Tout devient beaucoup plus simple, tu vois, parce qu'on n'est pas dans des complications de chercher, d'espérer, de vouloir, de projeter, de machin. On est juste dans ce qui est. Tu sais, j'ai des amis, c'est ceux qui animent le fameux slow sex en France, et c'est des amis à moi depuis longtemps, et j'étais chez eux, et à un moment donné, ils sont en train de parler, on est au petit-déj, et elle lui dit Ah, Jean-François, il y a longtemps qu'on n'a pas fait l'amour, faudrait qu'on y aille. Alors ils me disent, Chris, on peut te laisser une petite heure? Ouais, je leur dis, ok, mais à une condition. Vous êtes dans le désir là ou pas? Ah non, pas du tout. Non, on n'est pas du tout dans le désir, mais on y va. On va créer du lien. On va se rencontrer. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas si on va faire l'amour. On ne sait pas si on va se pénétrer. On ne sait pas. On ne sait rien, mais on y va. Et on s'en occupe. Et on l'entretient. Ah, j'avais trouvé ça tellement intéressant, tu vois. Tellement intéressant. Oui, ils sont partis, après ils sont revenus une heure après. Tranquille, tout va bien. On a passé du temps. Je leur dis, vous avez fait tchouchouk? Non, pas du tout. On était nus dans les bras l'un de l'autre. On est restés, on a parlé, mais on a passé du temps. On a nourri la relation. On a entretenu quelque chose. Donc après, ça devient facile la journée. Quand lui, le matin, il a son érection du matin, et puis qu'elle, elle se lève, et puis qu'elle manara, et puis que lui, il n'est pas content, et puis que toute la journée va en souffrir. Même son patron va en souffrir. Tu vois, même ses employés, même tout va en souffrir. Alors que là, il n'y a pas ce sujet. Le sujet, il n'est pas abordé. Ça s'entretient tout le temps. Et je les vois. Alors les gens, quand ils animaient ici, les gens leur disent, oui, non, enfin, vous, ça doit faire 3 ou 4 ans que vous êtes ensemble. Non, ça fait 17 ans. Ah, d'accord, ça fait 17 ans et vous êtes toujours... Oui, toujours. Tu vois, toujours. Parce que ça nourrit. Parce que ça nourrit dans un endroit, ça lubrifie le couple et ça nourrit spirituellement. Et du coup, ben oui, il y a autre chose. Je vois plus ma femme de la même façon, je la regarde pas de la même façon, je suis pas juste en train de me dire, elle a des petits seins, elle a des gros seins, machin, ça me fait bander ou ça me fait pas bander. On s'en fout de ça, tu vois, c'est pas le sujet. Donc pour moi, oui, ça, je trouve que c'est la richesse du tantra et que dans cette société, si tu as ça et si tu entretiens ça et si tu vas chercher ça, oui, toute ta vie est différente parce que tu te relaxes, parce que tu n'es plus dans ces peurs, dans tout ce truc, tu te relaxes. Qu'est-ce que tu conseillerais à ceux qui découvrent à peine le tantra, qui ont fait 2-3 séances, pareil pour des déclics pour eux dans leur pratique naissante? Alors, déjà, au jour d'aujourd'hui, il y a tantra. Ce qui fait un peu que j'ai aussi cessé d'animer du tantra, c'est qu'il y avait à boire et à manger dans l'histoire et que je me disais, oh là là, le nom, la tantra, ça commence à m'inquiéter. Il y a des gens qui font des choses de qualité. Il y a Skydancing qui forme des gens et tout, et je vois que c'est des gens de qualité. Après, il y a ce couple qui fait slow sex, qui est très intéressant si tu es en couple. Si tu es en couple, c'est waouh, c'est juste une autre dimension. Et alors, c'est des gens intéressants. Ils
ils vont pas te faire toute une espèce d'élaboration mentale, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Moi, je me rappelle, quand j'animais des couples, j'animais dans une salle, et j'avais ramené plein de saris d'Inde, et je mettais des box, j'avais fait en sari. Et il y avait un matelas, il y avait la petite fleur, il y avait tout ce qu'il fallait bien comme il faut, et chaque couple était dedans. Alors tout le monde était ensemble, mais en fait pas complètement ensemble, d'accord ? Donc moi j'animais, je voyais pas les couples quand c'était des trucs plus intimes. Après, ils faisaient l'amour. Moi j'étais basée sur, à l'époque, c'était pas encore slow sex, c'était Barry Long. Et Barry Long, c'était faire l'amour de manière divine. Donc moi je suivais ce processus et je leur disais, vous savez ce que vous faites tchouk-tchouk toute la semaine. Et le vendredi, vous décidez, comme si vous alliez à la salle de gym, que vous allez faire Barry Long. D'accord ? On essaye ça. Et tous me disaient, ah, alors après, moi je leur faisais avoir des relations à la sieste. Dans leur chambre, ils avaient chacun une chambre. Donc à la sieste, ils expérimentaient ce qu'on avait dit, ce qu'on avait partagé, etc. Alors il y en avait qui revenaient, qui disaient, nous on s'est endormis, nous machin, nanana. Et à la fin, tous disaient, ah, mais ça change notre relation. On est beaucoup plus conscient de ce qu'on est en train de faire. Je pénètre pas ma femme comme ça, voilà. Non, je mets une conscience dedans et du coup, déjà, notre sexualité change. Même si on n'arrive pas à faire du Barry Long, notre sexualité change déjà. Donc, je trouvais ça déjà intéressant. Et après, petit à petit, il y a plein de gens qui sont venus vers autre chose, vers une autre sexualité. Et ça se fait petit à petit et tranquillement, avec une pratique. Tu vois ? Là, on va finir là-dessus, sur la comparaison avec l'époque que tu as jugée dramatique. Moi, j'aimerais qu'on sonde un peu le dramatique sur l'angle de la sexualité, sur l'angle du conditionnement. Tu as parlé du conditionnement des hommes par rapport à leur sexe, etc. Il y a aussi d'autres conditionnements. Il y a le conditionnement par rapport, par exemple, à l'hétérosexualité obligatoire pour les hommes. Tu as évoqué que tu pouvais avoir fait l'amour avec des femmes. Pour les hommes, on sait bien que c'est encore un immense tabou. Incroyable. Et puis pour les femmes, il y a aussi des conditionnements aussi pour les femmes. J'aimerais qu'on voit toutes les choses qui bloquent et qui mériteraient une révolution sexuelle au sens très fort du terme. Alors il est important de dire qu'au jour d'aujourd'hui, tu sais comme moi qu'il n'y a plus de genre, que les enfants, les jeunes, ils te disent non, ça c'est genré, on veut plus des trucs genrés. Ok, ça je l'entends. En même temps, je me dis quand même, le yin et le yang, c'est pas genré. Ça existe. Fondamentalement, ça existe. C'est une base quand même. Donc, comment ils vont se dépatouiller de cette histoire ? C'est biologique, XX, XY. Exactement. Comment ils vont se dépatouiller de cette histoire à partir du moment où ils partent dans des élaborations totalement différentes, que je suis pas genré, je suis pas ci, je suis pas ça, etc., etc. Ça, pour moi, ça reste un mystère que je demande à voir. Tu vois, parce que je mets quand même des réserves en me disant quand même, qu'on le veuille ou non, il y a deux éléments qui sont le yin et le yang. Et comment on va faire avec ce masculin et ce féminin qui quand même sont censés produire quelque chose ensemble, tu vois. Donc ça, je n'ai pas la réponse. Par contre, ce que je vois, c'est qu'on est de plus en plus dans une société avec un support pornographique qui est juste pathétique. Ça veut dire que les enfants, au jour d'aujourd'hui, à 10 ans, ils regardent des trucs porno sur leur télévision ou leur ordinateur. Et ça les amène dans une sexualité pathétique. Vraiment. Pourquoi ? Parce que ça fausse. D'abord parce que dans la sexualité pornographique, la femme est toujours abaissée. C'est toujours une pute ou une salope. Et elle est toujours utilisée. Donc ça leur donne une image de la femme, pour moi, qui est totalement fausse et qui est totalement terrible. Il ne faut pas se demander après pourquoi il y a tout ce qui en découle, d'accord ? Et après, ça enferme l'homme dans une forme de sexualité. Ça l'enferme dans une nécessité de fantasme. S'il n'a pas des fantasmes, il n'arrive pas ni à bander, ni à faire l'amour à sa femme. Alors oui, il fantasme sur des trucs. Oui, alors je peux te dire des trucs horribles. T'es une bonne salope. Ah bon ? À moi, tu me dis que je suis une bonne salope, mais ça va pas la tête. Oui, mais c'est quand même nécessaire pour que j'arrive quand même. Autrement, je vais pas y arriver, chérie. Ah bon ? Eh bien d'accord, alors dit la femme. Mais attends, mais comment tu oses me dire ça ? Mais jamais, adieu. Tu vois ? Mais le pauvre, il est conditionné. J'avais lu, il y a très 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 longtemps, on parlait de ça l'autre jour, dans un livre qui s'appelait « Les triomphes de la psychanalyse ».
J'avais lu ça, je devais avoir 18-19 ans, je faisais mes études, et j'avais lu ce truc-là, et dedans, il y avait le cas d'un petit garçon qui était dans les placards de sa maman, et qui avait eu ses premières érections, etc., sur les chaussures de sa maman, et qui après devait toujours faire sa sexualité avec des chaussures. Ok, ça m'avait marqué quand même, ça. Je me dis, ah ouais, quand même, dis donc. Mais le porno, c'est ça. C'est rien d'autre que tu es en train d'imprimer dans la tête d'un enfant, dans le mental d'un enfant, parce qu'un homme, ça a quand même un bureau d'études, hein, là. Dedans, il y a des dossiers, hein. Alors il ouvre les dossiers, la société lui en envoie toute la journée des dossiers à ouvrir avec le porno dans la pub, dans tous ces trucs-là, tu envoies partout, tout n'est plus que sexuel. Donc il reçoit ça tout le temps. Et après, on lui envoie sur Facebook du Viagra ou du machin sur son mail, parce que le pauvre, il faut bien qu'il fasse quelque chose, mais on l'enferme dans un truc horrible, avec une vision de la femme horrible. Ça, c'est juste pathétique, je trouve. Et pour moi, c'est à cet endroit-là qu'il faut déjà travailler, que les mères fassent attention avec leurs petits garçons, qu'est-ce qu'elles en font? Tu vois, comment elle les éduque, comment... J'entendais ça, j'avais vu ça sur Facebook d'un truc où il disait, c'est pas le tout les hommes qui sont violents avec les femmes et qui, etc., etc. Mais est-ce que les mères s'occupent d'éduquer aussi leurs enfants? Parce qu'on dit aux femmes de pas porter des trucs trop courts et tout. Quand est-ce qu'on éduque les petits garçons pour qu'ils comprennent qu'une femme, ça se respecte, qu'une femme, c'est beau, qu'une femme, c'est... Voilà, que c'est pas juste une espèce de chose à utiliser. Tu vois, et ça pour moi... Je vois ça arriver et je me dis, ok, il y a ça. Et ça, c'est très quand même dans le monde hétéro et dans le monde homosexuel aussi, parce que les hommes sont très dans la pornographie dans le monde homosexuel. Moins chez les femmes. Il y a moins de pornographie chez les femmes homosexuelles, tu vois. Mais par contre, il y a beaucoup chez les hommes, ce qui est assez logique d'ailleurs. Hein, voilà. Et je suis intéressée de voir que vont faire ces jeunes. Ces jeunes qui se disent, il n'y a plus de genre, il n'y a plus de machin, il n'y a plus de trucs. Ok, à quel endroit vous allez vous rencontrer? À quel endroit vous allez partager? Comment ça va se passer cette affaire? Ça m'intéresse. Mais je n'ai pas la réponse. Et les femmes, finissons là-dessus, le conditionnement des femmes à être... à servir l'homme, à être belle, qui est un conditionnement aussi, à devoir... voilà. C'est la peur. Comment on les libère, les femmes? On enlève la peur. C'est la peur. Tu sais, le Bouddha, il a dit, dans la vie, il y a 2 sentiments, c'est la peur ou l'amour. Et on enlève la peur. La seule chose qu'on devrait faire dans cette société, c'est s'occuper de la peur. On veut s'occuper de l'amour. Mais non, occupons-nous de l'amour. La peur, elle va venir. L'amour va venir si on s'occupe de la peur. Occupons-nous de la peur, l'amour va venir derrière. Mais rassurons, expliquons, formons, éduquons. Cette éducation avec justement cette non-peur, ça changerait tout. Comment mettre ça en place? C'est pas l'éducation nationale? Non, c'est pas l'éducation. On le voit un petit peu dans des écoles Steiner, dans des écoles un peu alternatives, mais ils sont en train d'essayer de les emmerder, les écoles alternatives. Parce aussi. que en face, c'est une force avec la force capitaliste, c'est-à-dire la capacité vraiment de manipuler par la publicité, par les messages, de manipuler la masse. Donc, comment court-circuiter ou saboter l'éducation pornographique des hommes et la peur des femmes? Je n'ai pas la réponse, mais je trouve que c'est vraiment la question au jour d'aujourd'hui à se poser, le chemin à suivre. Alors oui, tout ce système de développement personnel essaye ça. Mais il faudrait que ça se développe quand même plus pour que ça puisse faire tache d'huile, tu vois, et que ça se répande. Parce que là, ça manque cruellement. Et c'est aussi contaminé par des hommes avec des égos très forts qui utilisent l'argument du développement personnel pour gouroutiser et pour aller inculquer des trucs inimaginables, bien sûr. Donc comment quelque part arriver à un véritable développement personnel sans gourou, sans... voilà, comment... Et le tantra, alors tu as parlé toujours, pour finir, au passé de tes cours de tantra. Pourquoi au passé? Pourquoi ça s'est arrêté? Parce que c'est pareil, il y a un moment où j'ai fait le tour. Tu vois, au début, j'ai arrêté d'animer dans la vie et j'animais juste un stage d'1 semaine. Puis après, j'ai continué ici à animer l'atelier parce qu'Yves me disait « Ah mais non, mais ton atelier, machin, etc. » À l'époque, on avait
moi, j'ai animé ici avec 70 personnes dans la salle du toit, tu vois. Donc, à l'époque, c'était une autre époque. Mais après, même avec 50, on avait 50, tout allait bien. On avait 25 hommes, 25 femmes. Ça m'amusait, etc. Il y a un moment où c'est fini. J'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie de faire autre chose. Tu as des enfants? J'ai une fille. Qui a des enfants? J'ai une fille qui a des enfants, qui a un enfant. De 10 ans? Voilà, Elsa, elle a 43 ans. Et Romane a 10 ans. Quel lien tu as par rapport à ce qu'on vient de dire, justement, tu en as parlé d'ailleurs, hein, que faire quand justement il est en prise avec cette masculinité qui va augmenter, qui éclot à peine? Comment toi, avec le bagage que tu as, tu pourrais éduquer Romane? Alors déjà, ne rien véhiculer de culpabilisant, de compliqué, de machin, il est là, bon, de temps en temps on lui dit Romane, arrête, ça va, mais tout va bien, et surtout de lui parler, qu'il vive dans une ambiance où on respecte la femme, où on l'honore, où l'homme a sa place, etc., etc. Moi je crois que c'est aussi toute une ambiance dans laquelle tu vis. Tu vois, je crois que c'est ce que tu portes, de quoi tu es porteur et qu'est-ce que tu apportes et qu'est-ce que tu es porteur et tu apportes. Tu vois, des choses qui sont des valeurs, qui sont le respect, qui sont la rencontre. Et lui, comment? Mais non, quand il revient, qu'il a été en bas, qu'il s'est battu ou qu'il s'est machin parce qu'il a défendu une fille. Il a 10 ans, il en a défendu contre des ados. Il a attaqué un ado qui le regardait comme si c'était une petite chose. Il dit, mais oui, mais il la respectait pas. Il dit, je trouve intéressant en même temps, tu vois. Il était là, présent. L'ego, ça n'est que le pendant de mes peurs de petit enfant. Comment on les soigne, ces peurs, alors? On va faire de la thérapie émotionnelle. Pour moi, tous ces gens devraient faire de la thérapie émotionnelle pour aller s'occuper de ce qui m'a tellement blessé avec mon papa, avec ma maman, avec ceci, avec cela, pour arriver à se libérer à un moment donné. Parce que l'ego, il est que le pendant de cette souffrance. Donc oui, moi, quand je vois quelqu'un qui a un gros ego, je me dis, ah, quand même, il a souffert. Tu vois, c'est pas si rigolo que ça. Autrement, il n'a pas besoin d'avoir un tel bouclier devant lui. Donc oui, pour moi, soignons les gens, aidons-les, ouvrons, et que les gens aillent faire de la thérapie émotionnelle. Je ne crois pas à grand-chose d'autre dans vraiment la nécessité de s'y coller de cette thérapie émotionnelle. Tu vois, le sujet, c'est comment je suis là. Et si je suis là, il se passe autre chose. Je crois que c'est une clé. Pour moi, c'est une clé. Merci. Avec plaisir.